Dr Marianne Bélanger, psychologue et neuropsychologue. J'avais envie de vous parler de développement de la douance et du talent. Et pour ça, je me fais recevoir et je reçois toutes sortes de gens, des sportifs, des artistes, des journalistes, des parents, des enfants, qui sait. Et ils me posent des questions et moi, je leur offre des réponses inspirantes. Je m'appelle Rosamie Automne-Témorin, je suis animatrice, autrice et chroniqueuse et j'ai rencontré Marianne Bélanger dans le cadre d'une série documentaire que je faisais qui s'appelle « Comment devenir une personne parfaite » et elle devait m'aider à devenir plus intelligente peut-être. Et j'ai été très séduite par les clés qu'elle pouvait donner à plusieurs personnes sur leur être, leur façon de fonctionner, leur façon de concevoir le monde aussi et d'en tirer un certain potentiel. Puis aujourd'hui, je viens prendre des nouvelles de la douance, donc du chemin qu'on a fait, des polémiques qu'on a vécues, du travail qui reste à faire, mais aussi des nouvelles de Marianne parce que depuis quelques années, je la trouve un peu plus effacée. Marianne, je vais commencer en citant Oukoumé, OK? Jonathan Pinchot, il chante « Pour savoir où l'on va, faut savoir par où on est allé ». Donc, je propose qu'on fasse un bref retour dans le temps. Dans les années 80-90, ça se passait comment la douance au Québec? Ça se passait très bien. Ouais. ça bouillonnait. C'était, oui, en fait, il se passait plein de choses. Il y a même eu un congrès international de douance qui s'est passé à Montréal en 81. Bref, ça se passait très bien. Mais après, il y a eu comme un petit 25 ans de mou. Pourquoi? c'est bien dit. Petit creux. Un petit creux. On va le définir plus clairement que ça même. Oui. Mais ouais, en fait, ça a comme mal tombé. Au Québec, la première vague de sensibilisation sur les besoins particuliers des élèves doués dans le monde, mettons États-Unis, Canada, ailleurs, tout ça, est arrivé dans les années 80, surtout 80, je te dirais, au Québec, mais en même temps, c'est vraiment un mauvais timing, là, en même temps, au Québec, on était en train de faire des gros changements dans le monde de l'éducation. Et en fait, pour faire ça très court, c'est qu'on était dans l'inclusion. Donc, on prenait les élèves qui avant étaient dans peut-être des classes spéciales ou avaient et on les ramenait dans la classe régulière. Donc, on était en train de mettre en place le système qu'on a aujourd'hui et on réfléchissait à tout ça. Mais là, on s'entend, on disait à des enseignants, aux syndicats d'enseignants, mais là, on va s'occuper de plus d'élèves à besoins particuliers. Puis déjà, c'est un gros défi, on change plein de choses. Et là, en même temps, il y a une vague qui arrive. Puis là, on leur dit, on va aussi reconnaître d'autres besoins particuliers, les élèves doués intellectuellement. Ça a mené à des grands questionnements, des grands débats sociaux à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de controverses, il y a eu des polémiques, et finalement, le Québec a dit non. On n'a pas reconnu à ce moment-là de notre histoire les besoins particuliers des élèves doués intellectuellement ou talentueux académiquement. Puis juste pour faire la petite histoire, en 1980, la surdouance a été inscrite en Ontario dans leur loi sur l'éducation et ensuite ailleurs au Canada et tout ça. Et donc au Québec, ce qui est triste, c'est que ça a mené à une fermeture. Donc ça n'a pas juste été on les reconnaît pas, mais on continue d'en parler non. Fait que c'est plus qu'un petit creux. C'est ça qui est triste, c'est que ça a mené à 25 ans de fermeture et l'enracinement de profonds tabous en lien avec la douance intellectuelle au Québec. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait de ton côté? Alors, en 1980, j'étais au primaire. Donc, moi, j'étais au primaire dans les années 80. J'ai eu la chance exceptionnelle, ce que j'ai compris plus tard, là, c'est vraiment une chance, de rencontrer un psychologue scolaire qui s'appelait Gilles.
je vais toujours me souvenir de son nom, parce qu'il a changé ma vie, en fait. Il m'a permis de comprendre pourquoi je n'agissais pas toujours comme les autres, ou pourquoi je comprenais pas toujours les normes sociales, pourquoi je trouvais ça long, bon, etc. J'avais déjà sauté 2 années et c'était pas encore assez. Bref, c'était difficile, le primaire, c'était long. Et donc, Gilles est arrivé dans ma vie en 3e année. Il m'a évalué, il m'a expliqué des choses et il m'a accompagnée tout au long de mon primaire. Et j'ai compris pourquoi j'étais différente sur certaines choses, pareil sur d'autres, là. Mais pourquoi j'avais des défis aussi. Mm-hmm. Il m'a permis d'apprendre à relever. Il m'a vraiment accompagnée à ce moment-là sur le développement de mon identité et à toujours me dépasser, relever les défis que j'avais à relever. Tu sais, socialement, quand j'étais en 2e année, ils se sont demandé si j'avais pas peut-être des traits autistiques, à ce point-là, tellement j'étais pas bien, tu sais, en relation. Puis lui, il a fait « Non, tu vas apprendre. » Puis je suis comme « Non! » Il dit « Oui, tu vas apprendre. » Puis il m'a vraiment accompagnée. Donc, tout au long de mon primaire, puis il m'a permis de m'adapter au groupe, donc aux autres. Il m'a dit, là, on peut pas sauter d'autres années. Donc, il dit, là, il va falloir que tu t'adaptes, puis que tu fonctionnes. Puis, il me dit, avant que tu rentres au secondaire, moi, j'aimerais ça, que tu sois capable de t'adapter. Et j'ai réussi. À la fin de la 6e année, on avait une sortie, puis j'avais un ami. J'avais réussi mais c'est vraiment son accompagnement qui m'a permis ça. Fait que moi, je vis ça. Mais je sais pas que j'ai une chance exceptionnelle parce que j'ai un psychologue scolaire formé en douance. J'ai des enseignants formés aussi. Il y a des programmes enrichis qui existent. Et donc, je me rends pas nécessairement compte de cette chance-là jusqu'à beaucoup plus tard. Mais ma vocation, je dirais, de devenir psychologue, moi, c'est secondaire 1, je le savais que c'est ça que je voulais faire. Et c'est vraiment parce que j'ai eu cet homme-là dans ma vie. Fait qu'en secondaire 1, je voulais devenir psychologue. Puis rapidement, si je me trompe pas, tu as su que tu voulais t'intéresser à la douance. Ouais. Mais si on était à une époque où on n'en parlait pas de la douance, est-ce qu'il y avait des personnes pour t'accompagner dans tes études? En fait, après, je dirais, au secondaire, ça a été... Tu sais, j'étais mieux socialement, j'étais correct. Puis j'ai eu la chance d'avoir une école qui m'ont laissé lire. Donc, ils ont testé, ils ont vu que j'écoutais, même si je lisais, ils ont été très adaptatifs pour moi. Ils ont été vraiment exceptionnels, honnêtement, à ce niveau-là. Je m'en rends compte aujourd'hui. Fait que j'ai surfé, j'ai fini le secondaire. C'est quand je suis arrivée à l'université que le choc, je dirais, a été grand parce que les tabous s'enracinaient. Donc, quand je suis arrivée à l'université, puis que j'ai voulu parler de douance, ben là, je me suis fait dire que ça n'existait pas. Puis là, je comprenais pas. En tant que chercheuse, là, tu veux dire? Non, mais en tant que jeune étudiante qui arrivait. Mais je viens d'une famille d'universitaires. Mon père était prof d'université, donc moi, j'ai toujours eu accès. Ma mère était bibliothécaire, qui a le bel job, avec accès à plein de banques de données, plein de choses. J'ai toujours pataugé dans la littérature scientifique. Pour moi, c'était comme un roman, là, c'était accessible. Fait que moi, je lisais, puis je lisais en anglais déjà très jeune. Donc, je me suis retrouvée à avoir accès à des revues internationales américaines en douance. Pour moi, j'avais l'impression que tout le monde savait, tu sais, ou que c'était accessible à tout le monde. Le choc a été très, très grand quand je suis arrivée au bac, puis que là, je voulais m'impliquer, tu sais, dans la recherche, puis puis que je suis allée voir des profs, puis pour dire, est-ce que vous faites des travaux, des choses? Bref, j'aimerais ça travailler en douance, faire mon doctorat en douance. Puis que non, ça existait pas. Puis là, j'avais des articles, tu sais, puis j'étais comme... Mais puis à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas. Et j'ai arrêté d'en parler parce que fallait que j'aie un diplôme. Oui, c'est sûr que c'est pratique dans ton champ ton champ professionnel. Ben oui, puis tu sais, rendu là, je vais avoir un diplôme. Fait que j'ai arrêté d'en parler. Puis j'ai essayé de comprendre les résistances à partir de ce moment-là, mais j'ai continué mon chemin quand même. On va parler des résistances parce que je pense qu'il en demeure quelques-unes, mais qu'est-ce qui explique qu'entre-temps, on ait recommencé à parler de douance au Québec? Il y a eu
magnifique à mes yeux, à moi, c'est sûr, je suis pas très objective sur le sujet. Il y a eu un changement, un vent de changement là, qui s'est installé au cours des années 2010 jusqu'à, je te dirais, 2016-2017. Il y a vraiment eu une vague de réouverture. À ce moment-là, moi, j'étais psychologue depuis quelques années déjà, et j'avais pris plein de détours pour faire mon chemin quand même, travailler en douance et surtout en double exceptionnalité. Parce que depuis longtemps, j'avais l'intuition et j'avais commencé à lire dans le domaine aussi, début des années 2000, là, qu'il y avait qu'on pouvait avoir une douance intellectuelle et un TDAH, ou un trouble du spectre de l'autisme, ou un trouble d'apprentissage même. Puis effectivement, c'est un domaine qui a émergé vraiment de façon massive aux États-Unis là, à partir de 90-2000. Puis moi, j'avais accès à tout ça. Donc, j'ai fait mon chemin à côté. C'est-à-dire que j'ai travaillé d'abord en TDAH et j'ai fondé une clinique en TDAH. Mais dans le fond, je travaillais en double exceptionnalité, mais je l'affichais pas parce que on était dans cette période-là de tabou, de fermeture. Et ce qui est arrivé finalement, c'est que quand la période de réouverture est arrivée, moi, j'étais prête. Ça faisait déjà quelques années que j'avais commencé à créer l'équipe spécialisée avec laquelle je travaille encore aujourd'hui, etc. Donc, il y a vraiment un mouvement social qui a changé. Il y a eu Haut Potentiel Québec, qui est un organisme de parents qui a émergé en 2012. Le dernier datait de 1990. Imagine-toi, c'était éteint là, dans les années 90. Fait il y a comme quelque chose, je te dirais, qui s'est passé, une réouverture à en parler. Puis c'est cette, je pense, coïncidence un peu là de vie qui fait que moi, j'étais prête à en parler au moment où les gens s'intéressaient à nouveau à la douance. Donc, tu t'es rapidement imposée comme référence sur le sujet puisque tu t'y es intéressée pendant que beaucoup de gens l'avaient délaissé. Il y a un peu plus de 5 ans, tu as été invitée aussi à venir prendre parole. C'était pour Psychologie Québec, c'est ça? Oui. Oui, à titre d'experte. Donc, on t'a invité à te prononcer sur la douance et à inviter les autres psychologues du Québec à s'intéresser au sujet. Comment ça s'est passé, ça? Il faut savoir que pendant ces 25 ans à peu près là, et même un peu plus de fermeture, ça a été une grosse fermeture. OK? Parce que, je veux dire, on a arrêté d'en parler, pas juste publiquement, évidemment, là, mais on a arrêté d'en parler aussi dans les mondes professionnels. Les enseignants étaient plus formés, les professionnels, les gens. Donc, ça a été un recul, sur beaucoup d'aspects. Il n'y a plus de recherche universitaire, on n'en parlait même plus dans les formations de base, des gens, il y avait rien. Et donc, quand je suis arrivée, le choc a été grand, mais c'était surtout de réaliser la perte d'expertise qu'il y avait eu au Québec. Et pendant ces 25 ans-là, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu 2 choses majeures qui sont passées ailleurs en Amérique du Nord. Il y a eu et je peux même pas dire à quel point c'est immense comme changement de paradigme. Un paradigme, là, en sciences, c'est la pensée ou la façon de voir, finalement, que dans un domaine ou une discipline, une communauté de chercheurs, praticiens, scientifiques adhèrent. En général, là, c'est un paradigme. Il y a eu un gros changement de paradigme dans les années 80, 90, 2000. On a passé là, d'un paradigme qu'on appelle essentialiste. Donc, on est EST, doué ou non. C'est l'essence de la personne, c'est rare, et ça se mesure par un test de QI passé à n'importe quel moment ou à peu près avec le bon test, puis de façon standardisée, puis dans la rigueur. Donc, c'est comme un peu avoir les yeux bleus. On l'a ou on l'a pas. Et ça se mesure. Et on a passé à un paradigme développementaliste. Donc, d'un paradigme où là, on s'est rendu compte que c'était pas juste ça. Oui, ça pouvait être ça. Il y a des gens qui ont les yeux bleus, puis oui. Mais c'est d'abord un développement différent qui commence de l'enfance, mais qui se poursuit tout au long de la vie adulte. Et le pire, là, c'est que ce changement-là, on le doit en partie à un prof d'université québécois. Ah oui?
Ouais, François Gagné, qui était prof à l'UQAM, qui est à la retraite depuis plusieurs années, mais qui est reconnu internationalement, mais pas au Québec. Donc, il y a quand même des gens qui continuaient à travailler sur le sujet, qui ont réussi à rayonner à l'international. Oui, il y a très, très, très peu. Mais il y en avait. 3, 4, je te dirais, équipes, surtout François Gagné, mais vraiment là à l'international, mais pas au Québec, parce que c'était vraiment, là, on était dans une période de fermeture. Il y a la commission scolaire, on appelle ça des centres de services maintenant. Ouais. Donc, le centre de services Marguerite Bourgeois, grâce au travail acharné de certaines conseillères pédagogiques qui étaient là dans les années 80-90, puis qui ont, eux, continué. Elles ont décidé de continuer de travailler là, en douance. Puis, il y a Lynn Massé, qui est prof en psychoéducation à l'UQTR, mais c'est peut-être quelques autres, mais c'est pas beaucoup. On comprend que c'était des cellules plutôt qu'un mouvement. Ouais. Donc, quand toi, tu arrives pour Psychologie Québec à lancer une invitation à des appels de texte, de réflexion sur la douance, tu constates que finalement, ces cellules-là... Ben, en fait, c'est ça, en 2017, moi, quand j'ai senti le mouvement, il y a eu un documentaire en 2016 qui s'appelle « Doué et oublié, maman, quand est-ce que j'apprends » qui a été un gros pas en avant, je dirais. Vraiment, là, ça a été majeur. Ça a fait comme vraiment réfléchir, puis on a réouvert beaucoup ça. Tu sais, le mouvement, la vague, entre guillemets, est en train de reprendre, mais ça a comme été un push, là, par en avant. Suite à ça, moi, j'ai cofondé l'Association québécoise pour la douance et quelques mois plus tard, on m'a demandé d'être experte invitée, donc à un dossier spécial de notre revue professionnelle aux psychologues qui s'appelle Psychologie Québec. Et on m'a juste dit, on voudrait faire un dossier spécial sur la douance, que là, on commence à en parler plus, tout ça. Et moi, j'ai décidé de l'appeler Parlons de douance au Québec. Et le choc a été grand. Parce qu'on a envoyé aux 8000 psychologues du Québec un appel de candidature, pas de candidature, mais de texte. Oui, dans le fond, en disant, comme dire, hey, on fait un dossier sur la douance, si vous avez des choses que vous faites. Et la quantité et la qualité de ce qu'on a reçu a été, pour tout le comité de rédaction, surprenant. Il a même fallu qu'on aille chercher un auteur au Nouveau-Brunswick pour compléter le dossier parce qu'on n'avait pas d'auteur, on n'avait rien. Ça a été difficile. Donc, mais il y a des gens qui se sont offerts, qui ont décidé de faire quelque chose, mais il y avait la perte d'expertise était tellement grande. Moi, c'est pas que je suis naïve, là, je suis peut-être optimiste, disons-le comme ça, mais j'avais comme espoir que je n'étais pas la seule, tu sais, je me disais, je vais trouver des collègues, on va faire, tu sais, dans ma tête, il y avait d'autres gens qui avaient rebâti ou bâti une expertise, tu sais, puis dans ma tête, il y avait des gens qui l'avaient au moins bâti un peu en double exceptionnalité, tu sais, je pensais trouver, et non, tu sais, ça a été un choc, j'ai fait la seule attaque de panique de ma vie après ça, pour faire, OK, let's go, tu sais, on va y aller, tu sais, puis fait que ça a été un choc, je t'avoue. Puis c'est ça, après ça, j'ai continué à travailler pour que ça se bâtisse, je te dirais. Puis là, la vague est partie. Après, il s'est passé plein de choses. Puis les gens qui avaient continué de travailler un peu, puis c'est comme ça leur a permis, tu sais, de se lancer. Puis là, c'est fou, là, ce qui se passe. Moi, je trippe en ce moment, c'est une mode, là. Okay? Mais plusieurs gens le disent, la douance, c'est une mode, mais toi, tu le dis en souriant? Ah oui, écoute, moi, c'est comme si je porte la moustache depuis 20 ans, puis ça revient à la mode. Je suis comme contente, là, let's go, là, enfin, tu sais, j'étais à la mode. Tu sais, c'est une mode, c'est pas en soi péjoratif, c'est le fait qu'on parle plus de quelque chose à un moment donné de notre époque sociétale où, tu sais, bon, je veux dire, il y a eu la mode du TDAH, il y a eu la mode de l'autisme, puis qu'est-ce qu'on en retire? On en retire qu'on en a parlé, on en retire plus de connaissances. Les gens sont sensibles, on se sent mieux. Puis oui, il y a trop de TDAH, tu sais, il va y avoir trop de douance. Mais c'est correct. Je veux dire, on en parle, puis on ramène ça amène une vigilance, ramener les pratiques dans la rigueur. C'est pas une mode, c'est pas péjoratif. Oui, c'est la mode de la douance, puis là, la mode de la double exceptionnalité commence, puis pour moi, il est temps. Parce que cette mode-là, ça permet à ceux qui avaient continué d'essayer des choses, ça leur donne
enfin l'élan dont ils ont besoin. Puis là, il se passe des choses exceptionnelles en douance au Québec depuis 5 ans. Bien, parlons-en. C'est quoi les avancées que tu aimerais célébrer? Je pense que la plus grande avancée, à mes yeux, à moi, peut-être qu'il y en a d'autres qui verraient autre chose, mais c'est le document Agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués. C'est historique. Au Québec, on était le seul petit îlot d'Amérique du Nord qui n'avait pas de définition, de conception de la douance adoptée par le gouvernement, finalement, puis qu'il n'y avait rien, il n'y a pas d'action, il y avait... Et là, en 2020, donc juin 2020, le ministère de l'Éducation a publié ce document qui, finalement, définit la douance, la façon de la concevoir, mais surtout propose un plan d'action pour les écoles. Parce que, tu sais, ce changement de paradigme dont je te parlais, tu sais, qui est arrivé dans les années 80-90, c'est majeur, là. C'est vraiment majeur. On passe d'une vision de la douance principalement comme un synonyme d'intelligence qui se mesure par un test de QI, à une définition de la douance comme quelque chose qui peut ou pas se développer, qui est extrêmement variable, qui est plus large et qui s'observe par des manifestations. Là, donc, faut apprendre à les reconnaître et il faut agir pour la développer. Okay? Et ce changement-là, il est majeur. Mais nous, là, au Québec, on a décroché de la vague ailleurs dans le monde sur la douance au moment où la douance, elle prenait un virage à 90 degrés, là. Fait que nous, quand on revient, mais c'est normal qu'on est confus. Hein, parce que ce que ça donne, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la littérature scientifique dans son ensemble, donc depuis les années 1920 à aujourd'hui, bien, ça fait deux grandes façons de voir la douance intellectuelle. Une façon traditionnelle, usuelle, et une façon nouvelle, moderne. Mais les deux sont bonnes. Les deux sont valides scientifiquement. C'est pas une a raison, l'autre a tort. Les deux existent et les deux sont bonnes. Et moi, je souhaiterais de tout cœur que toutes les personnes douées intellectuellement performent un test de QI. J'aimerais vraiment ça. Malheureusement, c'est pas la réalité. C'est comme si je te dis, telle journée, à telle heure, dans telle condition météo, il faut que tu gagnes la médaille d'or, sinon t'es pas un athlète. T'sais. Non. T'sais, j'aimerais ça que tous les athlètes gagnent une médaille d'or, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose de... C'est une façon d'être, là. Être un athlète, ça s'observe tout au long de ta vie, ça se voit, c'est identitaire, là, rendu là. T'sais. Fait que c'est vraiment deux façons de voir. Et au Québec, le ministère de l'Éducation, dans ce document-là, moi, quand ça a sorti, là, j'ai vu ça, puis j'ai fait... Le cœur m'a arrêté une seconde, promis, il est reparti après, mais j'ai vraiment fait « Oh, sérieusement! » C'est vraiment... OK, on raccroche, là, puis on raccroche aujourd'hui. Ils ont choisi une approche moderne, actuelle, claire de la douance qui n'est pas qu'un QI, qui est un développement. Et donc, c'est nommé vraiment très clairement comme, garde, c'est ça, on s'en va par là. Fait que là, ça amène beaucoup de confusion. Parce que c'est pas parce qu'on veut raccrocher là qu'on était là, nécessairement, nous. Fait que c'est pas évident. Mais il y a une autre affaire, toi. C'est pas assez, ça, imagine. Hein? On raccroche, mais on raccroche avec en plus la double exceptionnalité. Elle n'existait pas. Elle a toujours existé, là. Mais on n'en parlait pas. Il n'y avait pas d'études ou c'était pas un domaine connu à part entière, là. Quand nous, on a décroché de tout ça, de cette période de fermeture, de tabou-là, je veux dire, nous, on parlait juste de douance, là. Et là, quand on revient, ben là, il y a aussi quelque chose de nouveau. La double exceptionnalité. La douance intellectuelle avec des troubles associés, ben c'est autre chose. Et si là, c'est la métaphore. C'est pas moi qui ai inventé la métaphore, premier, mais c'est typique quand on parle de double exceptionnalité, c'est la métaphore qu'on emploie le plus. Ben, si je te parle de douance seulement, sans trouble associé, ben on cherche quelque chose de jaune.
cherche souvent, mais en fait, les études sont assez claires là-dessus, c'est une force dans la vie. Hein? C'est pas un trouble. Okay? Ça sera jamais dans notre manuel diagnostique là, comme étant un problème ou un trouble. Avoir une intelligence qui est naturellement plus élevée, plus de créativité, des comportements plus déterminés, c'est associé à plus de force adaptative, une meilleure adaptation psychologique, sociale, meilleur revenu socio-économique en général, ils vivent plus vieux, Caroline. Je veux dire, les études sont honnêtement positives. Bon, maintenant, c'est pas tout le monde qui devient des prix Nobel, là. C'est pas ça que ça veut dire, il faut qu'on le développe. C'est un autre sujet, quand même. Mais c'est surtout que si, par exemple, on ajoute à ça un TDAH, bon, mettons TDAH dans la norme, là, chez des gens dont le développement est dans la norme, ben on a notre manuel diagnostique, nous, on aime ça. Je veux dire, je te décris quelque chose de bleu, là, critères A, B, C, D, E, avec voici comment chez la plupart des gens, ben ça se présente un TDAH, tu sais. Mais jaune plus bleu, ça fait vert. Puis vert, si tu regardes du vert, ben tu vas dire avec raison que c'est pas jaune. Mais non, il performe pas comme un doué. L'image du doué qu'on a est pas mauvaise, là. C'est pas... il y a des nuances, là. Puis quelqu'un qui a une douance intellectuelle a le droit de vivre une dépression, OK? Puis a le droit de pas réussir ou de pas aller bien. Il y a des défis. Attention. Mais, en général, on a les forces adaptatives pour faire face aux plus grands défis qu'on a. Bon. Maintenant, on a le droit d'aller mal, puis c'est quand même des défis. Tout à fait. Bon. Mais quand on a jaune plus bleu, ben là, c'est un autre profil complètement. Et les gens qui regardent une personne verte, ben, ils vont dire avec raison, ben, elle n'est pas douée. Ils vont dire, ben, elle n'est pas TDAH, voyons, elle a un diplôme, Ouais. Tout le monde a raison, le gars, en passant. Tout le monde a raison. Elle n'est pas douée, puis elle n'est pas TDAH. Parce qu'elle est doublement exceptionnelle. Sauf que là, on arrive, nous, en 2015, 16, 17, puis là, on a la douance qui a pris un virage de paradigme assez intense, merci. Et on arrive avec quelque chose de complètement nouveau, un domaine de recherche, de pratique, c'est exponentiel aux États-Unis. Il y a eu des millions, énormément d'argent qui ont été mis pour développer la double exceptionnalité. Écoute, en 2009, il y a eu une commission nationale d'enquête sur les élèves doublement exceptionnels aux États-Unis, là. C'est gros, là, commission nationale d'enquête, là, je veux dire. Puis ils se sont rendus compte que on manque de connaissances. Surprise. Fait qu'ils ont sorti de l'argent là, pour financer des projets de recherche, des programmes, c'est fou l'argent qui a été mis, parce qu'ils se sont rendus compte non seulement de tout le potentiel qu'ils perdaient, mais c'est même pas juste ça. Ils se sont rendus compte de ce que ça coûtait. Les élèves twice exceptionnels, là, ça va sortir twice. Les élèves doublement exceptionnels, ben ce qu'on fait habituellement pour la plupart des élèves, ça marche pas. Ça marche pas avec eux autres. Comment ça? Je fais ça avec la plupart qui ont des difficultés d'apprentissage, ça marche, mais il y a comme eux autres, ça marche pas. Fait que ça coûte cher en ressources, là. Et donc, à cause de ce double effet-là, la perte de potentiel, mais surtout ce que ça coûte en termes de ressources, de temps, d'énergie au système, ben il y a eu vraiment des investissements massifs qui ont été faits aux États-Unis. Fait que maintenant, c'est reconnu dans les lois sur l'éducation à peu près partout aux États-Unis. Il y a des écoles spéciales, des programmes spéciaux, c'est vraiment très, très... c'est connu là-bas. Bon, mais évidemment, là, nous, on raccroche. Puis là, on se réveille. Ouais. Ben, on se réveille avec, oui, la douance, déjà qu'il faut prendre le virage, mais la double exceptionnalité aussi. T'sais. Fait que c'était gros là, comme réveil, je te dirais. Puis le choc était gros en 2017 et là, ça fait 5 ans. Oui. Ce qui nous amène à un bilan, parce que avec la mode, comme tu le dis en souriant, de la douance, est venu un certain éveil de la part du public, un enthousiasme aussi pour sans doute plein de personnes qui là avaient accès à des clés pour mieux se comprendre, mieux comprendre leurs enfants. Du côté des psychologues et des neuropsychologues, ça a aussi créé certains malaises. Oui. D'où viennent-ils? Écoute, c'est dur je pense que c'est un peu normal. Tu sais, je veux dire, la première vague, là,
elle n'est pas venue des professionnels nécessairement, elle est venue des médias et du public. Donc, tous les professionnels, pas juste les psychologues, tous les professionnels ont comme été un peu pris dans cette vague-là, pas préparés nécessairement, au sens où quelqu'un qui voit le documentaire Doué oublié, qui s'en va chez le psychologue, puis qui parle de ça, peut-être que le psychologue ne l'a même pas vu encore, le documentaire, mais surtout, lui, il n'y a pas eu de formation de base, il n'y a pas eu de formation continue. Pour lui, la douance, c'est un QI en haut de 130, puis c'est ça qu'on s'est dit de bouche à oreille depuis 25 ans. Tu sais, on est un peu pris de court, tu sais, c'est pas évident nécessairement. Fait que c'est sûr que ça peut générer un malaise, OK, en partant. Ça, c'est clair. Mais je pense que c'est sain, de toute façon, de se sensibiliser, d'en parler, tout ça. C'est pour ça qu'on m'avait demandé, entre autres, de parler de douance, tu sais, de réouvrir le sujet. Fait que, mais je pense que chez certains psychologues, ça a généré peut-être plus d'insécurité ou d'inconfort. Puis, honnêtement, là, dans ces 25 années-là, il y a eu beaucoup de tabous qui se sont enracinés. Par rapport à la douance? Oui. L'intelligence, la douance en général, l'élitisme, au Québec, dire qu'on fait plus d'argent ou qu'on a un plus gros char, quoi que ça, peut-être, anyway, pas une bonne idée de personne, mais éditorial, désolé. Un doux rappel de crise climatique, oui, ça se prend bien. Il n'y a pas de mauvais moment. Il n'y en a pas. Je me barre. Non, on va pas, c'est pas ça. Mais tu sais, c'est mal vu là, de dire qu'on est meilleur ou qu'on fait plus d'argent ou qu'on est plus intelligent. C'est mal vu. C'est pas. Ça fait pour qui tu te prends. Oui. Ça a toujours été sensible, mais là, on s'entend que pendant 25 ans, c'était gros. Puis tu sais, juste pour l'image là, quand moi dans les années 80. Je reviens des années 80. J'ai un film dans la tête quand je pense à ça. C'est très drôle. 1981 que j'ai adoré. Fait que, c'est bon. On salue Ricardo Troggi. Bonjour. Fait que, moi, je suis là. Tu sais, dans ma tête, ça ressemble à ça, les années 80 maintenant. Fait que là, en classe où les profs sont formés, tu sais, à ce moment-là, quand même, pour la norme, avoir une espèce de courbe normale, là, excusez ma cloche inversée, mais tu sais, dans leur classe, il y en a qui apprennent plus lentement, d'autres qui apprennent plus vite, et ils ont quand même un certain soutien pour savoir quoi faire avec ceux qui apprennent plus vite, parce que ça peut déranger ce monde-là, puis bon. Fait qu'évidemment, quand on apprenait plus vite, moi, ce que je me faisais dire, c'est, travaille, puis tu pourras avoir de l'enrichi, ou tu pourras aller dans il y avait des classes enrichies, puis tu pouvais... puis c'était quand même valorisé. Moi, je me souviens de ça. Et là, on se retrouve à des profs qui savent plus nécessairement quoi faire. Ils sont plus formés, on n'en parle plus. Attends. Puis là, c'est devenu pas juste plus valorisé, c'est devenu dévalorisé à quelque part. Et là, on a toute une génération, là, avant l'arrivée des PEI, hasard, mais qui ont quand même aidé une partie des gens. Programme d'éducation internationale, je l'ai tatoué sur le cœur au public. Mais ça a vraiment soulagé. Mais c'est arrivé juste dans les années 2000. Là. Fait qu'il y a comme toute la génération des années 90 où là, c'est devenu pas beau, pas bon, mal d'être meilleur ou de finir plus vite. Ou, bref. Et ce recul-là, on le vit dans le monde professionnel aussi. Tu sais, ça... C'est ça. Fait qu'il y a eu cet arrêt-là, je te dirais. Puis quand j'ai recommencé à en parler en 2017, moi, j'avais, comme je te dis, fondé l'AQD. Puis là, on me demande... Puis moi, ça faisait déjà depuis 2014 que j'avais créé ma clinique. Puis je commençais à bâtir mon équipe interprofessionnelle pour développer la douance, la double exceptionnalité. Fait que moi, j'étais prête à en parler. Mais évidemment, avec les connaissances scientifiques actuelles. Fait que, tu sais, dans le document Parlons de douance au Québec, j'invite les psychologues à se remettre à jour. On parle des modèles théoriques, on parle de plein de choses. Et évidemment, je parle de double exceptionnalité tranquillement. Les premières années, ça s'est bien passé. C'était quand même assez... c'était une vague d'enthousiasme, je te dirais. Moi, j'ai donné des formations à notre congrès, ailleurs, 2018, tout ça. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à parler très ouvertement et plus directement de double exceptionnalité, là, il y a eu, je pense, c'était beaucoup.
j'ai l'impression. Tu sais, il y a eu plus de résistance de certains psychologues et neuropsychologues. Et c'est la première fois que j'en parle. Je pense que ça me touche et j'ai été choisie pour ça. Parce que je trouve ça important d'en parler. Tu sais, ça fait 2 ans que je me suis retirée complètement. Oui, qu'on ne te voit pas. Oui, exactement 2 ans que je me suis retirée des médias. J'ai arrêté de donner des formations. J'étais allée me protéger, me cacher dans mon CIDDT à moi parce que j'ai vraiment vécu de l'intimidation, des comportements complètement inacceptables, ouvertement, dans les congrès, des choses comme ça. À partir du moment où j'ai commencé à parler de double exceptionnalité ouvertement, puis on s'entend, tu sais, j'amène les connaissances scientifiques dans un PowerPoint de formation, là, je suis pas... j'ai commencé à avoir à répétition des plaintes d'autres psychologues, neuropsychologues au bureau de mon syndic. 4 ans, 5, sans répit vraiment, sincèrement, c'est une après l'autre. Et ce qui ressort de ça, c'est le manque de compréhension de certains dossiers. Tu sais, quand je conclus à une double exceptionnalité, quelqu'un fait une plainte en disant, tu sais, elle se trompe, tu sais, il n'y a pas de douance. Ben oui, tu sais, effectivement, tu sais, je conclus à du vert, puis on pense que j'ai commis une erreur déontologique parce que je dis qu'il n'est pas jaune. Tu sais, oui, c'est effectivement, tu sais. Mais c'est vraiment ça, ça a soulevé des grandes questions sur c'est quoi la douance et comment on l'évalue, ce qui est tout à fait normal et très sain, honnêtement. Mais aussi, c'est quoi la double exceptionnalité et comment on l'évalue. Mais il y a de la confusion là-dedans beaucoup. Puis il y a encore beaucoup de travail à faire. Et là, c'est ça, j'avais besoin d'un 2 ans de pause. Comme si on avait personnalisé finalement le débat, que les questions que tu soulèves et que les réactions sont légitimes, mais qu'on fait une espèce d'amalgame comme c'est... c'est la personnification et la projection, là, c'était vraiment ce qui ressortait beaucoup. Tu sais, je parle du modèle de Renzulli, puis ce que j'entends ou ce que je lis, c'est c'est ma définition de la douance que j'ai inventée. Non, tu sais, c'est le modèle de Renzulli, tu sais. C'est très émotif, très... où je me prends pour qui, tu sais. Je parle des 9 principes de la NAGC américaine, puis en congrès, là, je veux dire, c'est... tu te prends pour qui? On m'a crié après là, dans des formations. Là, je le dis en souriant, mais ça a été assez traumatisant. C'était très difficile. Même les gens autour de moi, c'était oh, tu travailles au CIDDT, attention, tu vas avoir des plaintes. T'sais. Personne d'autre a de plainte que moi. Là. C'est pas non, ça va. Ok, les gens. Puis ça a été très 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 difficile. Même, je dirais. Je tiens pour les gens autour de moi, mais mon équipe de professionnels, à un moment donné, tu sais, j'arrête. Tu sais, faites juste pas le dire. À la limite, là, on a juste besoin d'un moment de pause. Mais, tu sais, se faire refuser des services ailleurs. Une de mes collègues s'est fait refuser des services parce que elle travaille au CIDDT puis que l'autre professionnel n'est pas d'accord avec moi. Mais pourquoi? Tu sais, au sens où, excusez, ça vient me chercher parce que tu sais, c'est pas moi, là. C'est pas... Mais bref, oui. Donc, on voit que ça a été difficile. Avec toi, je suis bien d'en parler, puis je veux en parler. Pourquoi? Parce que je me suis... OK. Parce que je travaille avec des familles et des enfants exceptionnellement lucides. Et là, on voit, je pense à nos familles, puis c'est ça qui vient me chercher. Fais-moi pas brailler. Mais c'était toi. On va où tu veux. Non, je personnifie, je te le rends. C'est une démonstration. C'est beau, hein? C'est comme ça qu'on fait. Parfait. Oui. On tue le messager avec le message. Je l'ai dit dans le bon ordre. Oui, bien joué. Oui, mais je me suis fait dire 2 choses. Un, par un petit coco de 7 ans que j'adore avec les cheveux de même, qui me dit, Marianne, tu nous demandes de parler de notre double exceptionnalité, puis tu parles jamais de la tienne. OK. Oui, t'as raison. C'est vrai. Alors, voilà. Donc, j'ai compris que je pouvais pas leur dire de faire quelque chose que je ne fais pas. Hein? Donc, il faut agir dans le sens de nos valeurs. Mais surtout, dernièrement, j'ai 2 fois... Tu sais, des fois, la vie, hein?
les astres en ligne, comme on dit. Puis là, c'est un message pas subtil de la vie et de mes clients. Dans la même semaine, 2, dont une maman qui s'est écroulée de pleurs parce qu'elle a parlé avec le médecin de son enfant, puis elle est arrivée avec son rapport de double exceptionnalité, puis ben le médecin, ça existe pas, tu sais. Puis au CIDDT, oui, tout le monde est de même, puis tu sais, ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Puis là, la maman c'était pas contre nous. Elle a dit, mais je comprends pas, tu sais, pourquoi t'en parles plus? Pourquoi t'es plus là? Pourquoi t'as pas continué? Parce que regarde là, ce que ça fait, là, que t'as disparu. Là. Puis là, je fais, oh mon Dieu, elle s'en est rendue compte que, tu sais, comme naïvement, là. Tu sais, moi, là, naïvement, le monde, ça les importe. Tu sais, ils s'en rendront pas tant compte. C'est pas si important que ça. Tu sais, je pense que j'avais besoin de me protéger, clairement, parce que je me suis fait rappeler que c'était important d'en parler, que c'était important de continuer, de prendre, c'est ça, une certaine place, oui, dans les médias pour que les gens continuent de se sensibiliser, puis continuent surtout de lire, puis d'avoir la littérature scientifique, puis tout ça. Fait que c'était 2 fois dans la même semaine que je me suis fait dire « Pourquoi t'es plus là? » Puis là, j'ai dit « Ah, pourquoi je suis plus là? » Puis là, je l'ai réfléchi, puis je me suis rendu compte que j'en avais besoin. J'en avais besoin. Mais je reviens avec plus de détermination. Pour défendre la légitimité, finalement, de ton discours? Ben, ce qui est drôle, c'est que dans notre domaine, ailleurs dans le monde, il y a plein de congrès super intéressants qui se passent un peu partout. Puis il y en a beaucoup sur advocacy. Bon, je suis jamais allée. C'est comme, oui, je lis, mais tu sais, là, j'ai compris pourquoi. J'ai compris intrinsèquement c'est quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas d'aller revendiquer, puis d'aller se battre, puis d'aller affronter des résistances. Au contraire. Mais c'est d'aller, oui, défendre les besoins particuliers ou c'est ça, d'aller parler de douance, d'aller surtout parler de double exceptionnalité. Puis advocacy et leadership, là, c'est souvent ça, les congrès. Là. Puis là, je l'ai compris intérieurement. Quand j'ai eu... un, c'était une maman, puis l'autre, c'était un ado. Tu sais, qui a essayé d'en parler à ses amis, puis qui a dit qu'il n'existe pas. Puis, tu sais, c'était... Ça, il m'a dit, ben, tu sais, Marianne, il y a personne qui en parle, là. Tu sais, comme... Je leur ai montré une entrevue de toi, mais ça datait, puis c'était pas ça. Tu sais, il faut que tu parles de nous, là, tu sais, des ados, de ce qu'on vit, OK, oui, faut que je parle des ados doués. Ben oui, là, mais t'as comme arrêté. Puis tu sais, puis c'était des reproches très mérités, au sens où c'était correct, là. T'as raison, vous avez raison. Tu sais, fait que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Puis là, ben, je me suis dit, en sécurité, je vais en parler, puis je vais faire le point. Faire le point sur, oui, d'où on vient, où on est, pourquoi j'ai disparu pendant 2 ans, puis surtout, je reviens comment. Oui. Oui, je reviens comment, puis par où on s'en va. Ben, méchante bonne question. Par où on s'en va? Oui. Pour, avant d'y arriver, quel mythe, là, aujourd'hui, il reste à défaire au sujet de la douance puis de la double exceptionnalité? Il en reste beaucoup. Okay. En rafale. Il en reste beaucoup en rafale aussi. Ça va être long, même en rafale. Je sais plus comment contrôler le temps. Ah non, moi non plus, sais-tu. Mais je pense qu'on peut quand même les prioriser, si tu veux. Puis je te dirais que c'est comme utopique et illusoire de penser qu'en 4, 5 ans, 6 ans même, on a comme tout rattrapé, puis tout est beau, puis il y a des résistances, il y a des choses qui... Bon, on a des questions à se poser. Mais en lien avec la douance, je te dirais que je pense que le plus grand mythe qui reste, à mes yeux, à moi, de psychologue, tu sais, qui a vécu tout ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a 2 façons de la voir qui sont bonnes, les 2 en ce moment. Okay? Scientifiquement, là, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. La douance, c'est les 2 façons de voir. Donc, plus traditionnellement, à ce synonyme d'intelligence et de mesure à un test de QI, et aussi une façon plus actuelle, moderne ou autre. Puis c'est celle-là que le gouvernement du Québec a choisi pour nos écoles. Donc, même si, qu'on soit d'accord ou pas, Marianne Bélanger n'est pas si importante que ça, c'est un contexte socio-historique et un hasard qui a fait en sorte que je me retrouve à une position de pionnière, que
dans laquelle je suis pas naturellement si à l'aise que j'en ai l'air. Okay? Je sais que je peux avoir l'air à l'aise dans... Non, mais c'est une espèce de titre par défaut. Mais je suis pas... c'était pas nécessairement... c'est pas une position naturellement à l'aise pour moi. Tu sais, je la prends parce que c'est important pour moi de prendre cette place-là. Mais là, enfin, je suis plus toute seule. Il y a vraiment ça de bon. C'est que, tu sais, il y a dans n'importe quel domaine, tu sais, la première personne qui en parle plus ou qui est connue pour, mais il y a d'autres personnes qui travaillent en dessous puis qui, après ça, prennent cette place-là. Et maintenant, non seulement il y a le document « Agir » pour favoriser la réussite éducative des élèves doués. Il faut comme le dire, deux fois. Mais ce qui se passe, Rosalie, dans les centres de services scolaires, c'est... j'ai des frissons quand j'entends ce que certains font. Okay? Il y a des gens que je connais pas, qui n'ont pas rapport avec Marianne Bélanger, okay? Qui ont pris la cause, qui ont pris ça à cœur, qui ont fait de grandes choses dans leur centre de service et qui viennent à pouvoir rendre au suivant. Et il y en a d'autres qui étaient prêts, qui attendaient eux aussi depuis toutes ces années-là. Le hasard a fait en sorte que c'est moi qui s'est retrouvée là. Okay? C'est un concours de circonstances. Mais si je pense juste à l'équipe de Lynn Massé puis du centre de service Marguerite Bourgeois, eux autres aussi, là, ils étaient bourgeons en train d'éclater. Là, quand éclater, c'était pas gentil pour le bourgeon. Il éclate pas. Je pense que ça éclate un bourgeon. Éclore. Les bourgeons éclore. Éclore, c'est un mot, ça? Éclore. Ça a bourgeonné. C'est ça. C'était prêt. Écoute, fait que là, cette vague-là a permis rapidement là, de faire des choses exceptionnelles. Okay? Là, on a un colloque douance qui se passe aux 2 ans. C'est organisé par l'équipe de Trois-Rivières de Lynn Massé, par l'équipe de Marguerite Bourgeois. Lynn Massé vient de sortir avec son équipe des documents, 7 documents exceptionnels sur l'état des connaissances en double exceptionnalité. C'est quoi l'évaluation, le dépistage? C'est hyper bien construit au niveau scientifique. C'est ça. Ça accroche, comme dirait mon ado de 11 ans. C'est excellent. Puis, depuis 2020, le document Agir, qui clarifie, comme je te dis, tout l'aspect légal, l'aspect... Tu sais, il n'y a pas eu de débat, là. Il n'y a pas eu de questions sur est-ce qu'on reconnaît le besoin. Il n'y en a pas eu. C'est hot, là. Non, on les reconnaît, puis on agit. Okay? Puis là, il y a un plan d'action. Oui, il faut le mettre en place. Là, on a du travail à faire, mais il y a de l'argent qui a été mis. T'sais, en plus, c'était pas juste de même dans le vide. Il y a aussi eu des enveloppes budgétaires pour que les centres de services fassent des choses. Fait que ça a comme juste permis cette vague-là à... puis je pense que mon livre aussi, dont je parle pas, désolée, on n'a pas parlé, mais tu sais, en 2019, j'ai sorti le premier livre sur la douance au Québec. Là, je veux dire, depuis, je sais pas même pas s'il y en a eu d'autres avant. Là, c'était où je fais juste commencer, tu sais, à en parler... puis ça a eu une grosse portée parce que c'était vraiment, on en reparle, mais ça a surtout ouvert la porte à d'autres mondes, de prendre ça, puis de travailler pour rebâtir en douance et la bâtir en double exceptionnalité, notre expertise. Fait que là, je suis plus toute seule. Puis j'ai une équipe exceptionnelle au CIDDT. Fait qu'il y a eu du bon dans ces 2 années-là, je te dirais. Puis là, je suis prête. J'ai compris le message des familles du CIDDT. Et je suis prête à reprendre l'advocacy sympathique. Dis-moi la parole. Ouais. Tout à fait. Ouais. Puis, avant de passer aux questions du public, parce que j'en ai en rafale pour toi, pour clore la discussion, j'ai une dernière question personnelle. Comment on fait pour s'assurer que tout le monde puisse développer son plein potentiel maintenant? Là? Maintenant que ce chemin-là a été parcouru, aujourd'hui, on fait quoi? Parce que la bonne nouvelle, c'est que, pour moi, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est ce qu'on fait dans le domaine de la douance, c'est bon pour tout le monde. Puis le parallèle que je peux donner ou que je donne souvent, c'est, en fait, rendre une école plus active physiquement, c'est bon pour la santé de tout le monde. Et les gens qui ont des risques d'obésité, c'est encore mieux. C'est la même chose pour ce qui est de la douance. C'est bon pour
tout le monde de rendre une école plus engagée intellectuellement, plus stimulante, plus flexible. diversifiée, plus flexible. Je veux dire, c'est bon pour tout le monde, là. Tous les élèves bénéficient des stratégies qu'on emploie en douance. On n'est pas weird ou si différent que ça, là. C'est pas, au contraire, là, ça, sincèrement, en général, on est des humains normaux. Sur plein de choses, oui, qui sortent de la norme sur d'autres, mais avec des forces adaptatives exceptionnelles. La place des élèves doués et des doués en général, des personnes qui vivent avec la douance, c'est dans le monde, la société, c'est dans la classe, il y en a toute petite proportion qui ont trop de besoins ou qui ont besoin de plus, mais c'est comme dans n'importe quel domaine. Là, il faut faire d'autres choses. Mais la majorité des gens, ben, ce qu'on leur souhaite, c'est qu'ils apprennent à s'adapter. Il faut les accompagner. Moi, j'ai eu besoin que quelqu'un m'explique comment la norme pensait pour que je m'adapte. J'ai eu quelqu'un qui m'a accompagné pour ça. Attention, je ne peux pas le faire tout seul comme ça, mais en le faisant, j'ai réussi à m'adapter. Ben, j'ai des forces, là. Mais on m'a dit, t'es capable. Je suis là, je vais t'accompagner, t'es capable. C'est après que je me suis rendu compte de cette chance-là. Et dans le document Agir, c'est écrit l'accompagnement, c'est essentiel. Et c'est ça, je pense, qui peut faire toute une différence dans comment on va leur permettre de développer tout ce potentiel-là, mais pas juste de façon égoïste ou égocentrique et pour eux-mêmes, mais dans un sens vraiment altruiste, dans un sens Qu'est-ce que tu veux dire? Là, il y a un très beau et très grand virage en ce moment philosophique, je dirais, plus qui se passe. On commence à voir les grands penseurs dans notre domaine et dans le domaine de l'intelligence qui proposent de défocusser de l'aspect où on était beaucoup, c'est-à-dire sur les niveaux d'intelligence. Est-ce que tu es plus ou moins intelligent et en quoi ça te rend pareil ou différent ou quels sont tes besoins et comment on peut y répondre, c'est quoi les caractéristiques. Défocuser de ça pour aller focuser sur comment tu déploies ton intelligence indépendamment de ton intelligence, du niveau du... Tout le monde a une intelligence. Okay? Tout le monde a une intelligence et tout le monde a des aptitudes, certaines moins fortes, d'autres plus fortes ou plus grandes. Ou plus... Moi, là, de tout cœur, tu veux pas me demander de chanter. Ah non, moi non plus, je comprends okay. tout à fait. Plein de choses pour lesquelles... Ni de lancer un ballon, ni de poser une tablette, je comprends tout ça. Non, voilà. Donc, il y a des aptitudes que j'ai pas, puis il y a des aptitudes que j'ai. Bon, ben comment tous les humains, on va focusser sur le déploiement, comment ils vont déployer leur intelligence d'une façon qu'on appelle transformatrice. Okay? Donc, ça vient du leadership transformateur ou transactionnel, qui est un concept que les grands penseurs en douance ont pris du monde de l'organisation puis du management, là, de la gestion. Donc, comment on va finalement faire en sorte que tout le monde déploie leur intelligence de manière à améliorer le monde pour tous, de manière à faire face aux grands défis du 21e siècle, okay, qui s'en viennent, qui vont être énormes, là. C'est vrai, ça va être gros, puis on le sait tous. Mais on peut pas enseigner aux enfants d'aujourd'hui quoi faire. On le sait pas. On l'a pas encore développé. Donc, il faut qu'on leur enseigne comment développer et comment utiliser, finalement, leur potentiel pour, si possible, faire le bien et non le mal. Donc, si je comprends bien, ce qu'on veut, c'est développer des gens qui vont être capables d'utiliser leur potentiel, leur intelligence pour améliorer le savoir collectif. Le bien-être, innover, à la condition, oui. La créativité. Pour tous. OK. Puis sans jugement de... Ça, c'est important, là. On a besoin des arts. On a besoin du sport. On a besoin de l'académique aussi. On a besoin d'ingénieurs. Mais on a besoin de tout ça. Okay? On a besoin d'humains. On a besoin de gens pour nous écouter. On a besoin de... Je veux dire, ça prend tout ça. Puis c'est tout ça qui a de la valeur. L'humain a de la valeur en soi et dans toute sa complexité. Okay? Même si moi, c'est l'intelligence très académique.
qui est ma force. Bon. Mais c'est pas d'autre chose, OK? Si vous me donnez une plante, elle va mourir. Et j'ai tellement de respect pour les plantes que j'en ai pas des vivantes. Okay? Elles sont fausses et recyclées. Ouais, ça existe. T'as que des fausses plantes chez toi? Non, chez moi, ça va parce que j'ai quelqu'un qui s'en occupe. C'est ça. Oui, mais dans on met en commun nos forces. Oui, je comprends. Dans mon bureau, ce sont des plantes des plantes recyclées, mais qui ne sont pas vivantes. Parce que j'ai beaucoup de misère à tuer des êtres vivants. Et c'est... Je comprends pas. Je regarde une plante et elle meurt. Même avec toute ma bonne... Soit je donne trop d'eau, pas assez d'eau. Je sais pas ce que je fais. Je suis d'une nullité avec les plantes. Mais je veux dire, c'est tout, là. Bon, mais mon chum, il est capable de prendre soin des plantes, mais il me touche pas, mais j'y touche pas, tu sais. Fait qu'on a chacun nos forces. Il faut en rire, là, c'est bien correct. Moi, j'ai une force au niveau de la conceptualisation, puis de l'abstraction, de la communication aussi, là. Je commence à comprendre ça. Bref, fait que j'y arrive, mais j'ai une force dans les aspects intellectuels très académiques, très typiquement académiques. Bien, je veux m'en servir pour contribuer à ma façon de ce que je vais pouvoir faire à améliorer le futur des 7 prochaines générations d'humains, là, OK? Même si je fais bien ça, mais je veux le faire. C'est important de m'engager pour moi pour ça. Puis mon rêve, c'est de contribuer à offrir plus d'opportunités à tout le monde de développer leur plein potentiel pour faire face à tous ces défis-là pour tout le monde. Donc, vraiment dans un sens éthique et altruiste. Parce qu'on peut avoir les meilleurs outils technologiques, on peut avoir la meilleure, qu'on parle d'intelligence artificielle, ou de, tu sais, la science, la technologie, même la communication, la connectivité, c'est juste des outils. C'est l'humain qui les utilise pour innover, ou c'est l'humain qui utilise les produits de cette innovation-là. Donc, E égale MC2 peut donner la bombe atomique. Je veux dire, c'est une question d'éthique. Puis ce qu'on voit en ce moment dans le domaine de l'intelligence artificielle en est, pour moi, une manifestation flagrante, là. On a des experts, les plus grands experts dans le domaine, presque toute la gang qui disent « Wow, on va trop vite dans la technologie, on n'a pas de code d'éthique, on n'a pas de cadre. » En ce moment, il y a des risques, il y a des dangers pour l'humanité. Je trouve ça fort de leur part, mais ça montre que on doit, nous, former des humains. Qui pensent en humains et qui vont être éthiques, qui vont penser aux autres, à vouloir le bien des autres et aux 7 prochaines générations d'humains dans leur choix, dans comment ils vont utiliser ces choses-là. Donc, on parle de former des citoyens actifs et engagés. Pourquoi juste 7 générations? Je sais pas pourquoi j'ai stické sur 7. Moi, on dirait que je m'en donnerais 8-9. Écoute, mais oui, ça t'appartient. Je dois aimer le chiffre 7. Je le sais pas. J'arrête pas de dire 7. Moi, je trouve que tu manques de vision. OK. En t'arrêtant à 7. Je comprends que la crise climatique plane, mais j'ai envie d'espoir. Je pense qu'on va se rendre un petit peu plus loin. OK? Oui. J'ai sorti mes feuilles parce qu'on a demandé aux gens de nous envoyer des questions et j'en ai plein. Puis j'imagine qu'éventuellement, les gens vont vouloir se nourrir, aller à la salle de bain, regarder un film. Donc, on y va en rafale. Parmi les questions du public, on demande qu'est-ce qui peut être fait dans nos écoles pour répondre aux besoins des enfants doués? Heureusement, moi, je vous dirais, allez lire le document « Agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués ». Si vous cherchez ça, c'est très long à dire, vous cherchez ça, vous allez voir à quel point c'est de qualité au niveau scientifique, au niveau... donc, il y a 9 grandes lignes d'action qui sont recommandées. Ils proposent même l'utilisation d'un projet éducatif personnel. Mais moi, j'irais même jusqu'à demandez à votre école, demandez à votre centre de service. Il se passe des choses exceptionnelles dans beaucoup, beaucoup de centres de service. Puis ceux où il se passe pas assez de choses, c'est intéressant d'aller poser la question. Dans la même lignée, est-ce que la formation actuelle des enseignants couvre les particularités des enfants doués au même titre que celles des enfants en difficulté d'apprentissage? Aux dernières nouvelles, la dernière fois que moi j'ai vérifié, c'était pas encore revenu de façon aussi claire. Ouais.
mais il y a un intérêt qui est très, très, très grand. En fait, en ce moment, il y a Haut Potentiel Québec ou l'AQD, l'Association québécoise pour la douance, qui offre des formations aussi dans les écoles. Les écoles nous le demandent. Il y a le colloque douance organisé aussi, comme je disais, aux 2 ans. Il y a beaucoup de choses. Puis les écoles s'ouvrent, se sensibilisent, demandent. Fait ils sont en train... Parce que dans la façon, en fait, dont un professionnel devient un adulte professionnel formé, ben, tu as une formation de base. Donc, les cours qu'on a à l'université nécessaires, la formation pour avoir aussi les stages, pour avoir un diplôme. Puis après ça, bonne nouvelle, on n'arrête pas là. Faut qu'on ait une formation continue. Fait que c'est sûr qu'il y a la formation de base qui va s'ajuster, mais dans la formation continue, les offres de formation et les possibilités sont de plus en plus grandes. Ouais. Justement, tu as parlé d'associations. Est-ce que les associations jouent un rôle proactif à transmettre les informations sur les enfants doués à la population en général? Ou alors, qui devrait remplir ce rôle d'éducation? Je trouve cette question-là tellement bonne. À qui d'éduquer le public? Bien, aux médias, je pense. Je vais être sincère, là. Puis au public en soi. Je pense que de poser des questions, puis de prendre notre rôle de leader engagé, nous. On voit des gens écrire des livres à partir de leur vécu, en parler par-ci par-là, les gens des médias. Je pense que on a la chance, pour moi, exceptionnelle, que la réouverture qu'on a eue dans les 5 dernières années, elle est venue des gens et des médias. Okay? Donc, j'ai l'impression que c'est ça notre force ici au Québec. C'est inarrêtable, une vague comme ça, parce que ça part pas d'en haut. C'est en haut, n'a pas le choix de suivre. C'est les gens, ce sont les gens, qui s'intéressent à ça, qui veulent donc continuer juste d'en parler, de poser des questions. Et quand vous sentez l'élan d'écrire un livre sur ce que vous vivez ou de parler, ben allez-y donc, ok? Parce que c'est ça qui fait qu'on est où on est aujourd'hui. À votre avis, et ça c'est la personne qui vous voit, à votre avis, les neuropsy qui pratiquent en milieu hospitalier sont-ils en mesure d'identifier une double exceptionnalité? Une grosse question. Oui, hein? Ouais. Délicate. Oui, délicate. Oui, très délicate. En fait, ça dépend de chacun. On a heureusement un code de déontologie qui fait en sorte que on doit pratiquer dans un domaine dans lequel on est compétent, scientifiquement à jour aussi. C'est sûr qu'un neuropsychologue spécialisé auprès des adultes ne travaillera pas théoriquement auprès des enfants, à moins qu'il aille chercher la connaissance, la compétence. Donc, oui, pour moi, et j'y crois profondément, j'adore ma profession. Je suis une fan de ma profession, vous n'avez pas idée. Pour moi, c'est un choix là, depuis que je suis très jeune. Je trouve que la psychologie, les psychologues en général sont des facteurs de bien-être, des contributeurs, merci, contributeurs, ça fait un peu éboueur, pas bon, contributeurs de bien-être, de changement. C'est comme, en tout cas, pour moi, c'est les piliers un peu de tellement de choses possibles, que je crois profondément à la rigueur qu'on est capable d'avoir. Maintenant, si vous vous questionnez sur une personne en particulier, demandez-lui ou elle. Puis ça peut être super intéressant comme réflexion. Bon conseil. Après ça, on entre dans des questions un peu plus théoriques. Quels signaux permettent de noter qu'un TDAH masque une douance et vice-versa? Il y en a beaucoup. Ouais. Oui, il y en a beaucoup. Ça fait partie, sincèrement, de ce pourquoi, quand je donne des formations ou que, exemple, nos conférences scientifiques qui, comme aujourd'hui, ce soir, c'est le soir, ce soir. On parle la notion du temps. Ça fait combien de jours qu'on est ici? Plusieurs, clairement. Moi non plus. C'est ma maison maintenant. Oui, clairement. Oui. Très beau chez toi, d'ailleurs. Merci. Donc, non seulement c'est le soir, mais demain commencent les conférences scientifiques du CIDDT et je voulais offrir cet événement-là aussi en pré-conférence. Mais vous allez voir que je suis très généreuse dans les documents d'accompagnement. Donc, dans le document d'accompagnement des conférences scientifiques qui est public, gratuit, déjà sur LinkedIn puis sur notre site web, puis il y a
75 pages de résumé de littérature scientifique très, très à jour, avec, je pense, 9 pages de références scientifiques accessibles sur Google Scholar, là, assez facilement. C'est très accessible, la connaissance aujourd'hui. C'est de qualité. C'est vraiment exceptionnel. Et donc, répondre à ces questions-là, je vous invite à vraiment lire. Okay? Sur le blog du CIDDT aussi, j'ai un article sur douance et TDAH, okay? Qui résume la littérature. Quand je veux parler, moi, puis je suis un peu fatigante des fois avec ça, ben je me trouve, je suis pas si fatigante des fois un peu, mais pas, je suis juste très intense sur, il y a moi ce que je pense, il y a mon expérience clinique qui est biaisée par les gens que je rencontre ou pas. Il y en a plein que je connais pas, là, tu sais, et il y a ce que la littérature scientifique dit et ne dit pas. Il y a des choses qui sont pas encore dedans. Fait que pour moi, c'est important de différencier ça dans les documents que je remets tout le temps en formation ou les documents qu'on met comme ça là au CIDDT ou dans les articles de blog qu'on écrit, c'est toujours la littérature scientifique. Donc, des listes de références que les professionnels ou les gens peuvent utiliser, aller lire pour approfondir. Fait que pour ces questions-là, je vous invite à vraiment prendre le temps de bien y répondre parce qu'il y a un effet de masquage et de compensation qui est très clair et démontré dans la littérature scientifique. Ouais. On te pose la même question au sujet du trouble du spectre de l'autisme. Ouais. Donc, la réponse, j'imagine, ça reste faut lire. Bien, sur le trouble du spectre de l'autisme, en fait, pour les deux questions, je vous invite évidemment à, aller regarder ce qu'on peut faire au CIDDT, mais il y a aussi les documents de l'INMAC que vous pouvez trouver sur Internet aussi. Il y en a un qui porte sur douance et troubles du spectre de l'autisme. Vous allez voir il y a très peu de connaissances encore scientifiques sur le sujet. Mais on va les rendre disponibles et on va les diffuser avec grand plaisir dès qu'on en a, ce premier. Et donc, continuez de vous poser ces questions-là. Je pense que c'est ça qui est le plus important, si on veut des réponses un jour. On veut aussi savoir, puisque l'accès à des ressources en psychologie, neuropsychologie pour des évaluations de douance est limité, comment on peut faire pour aider les familles avec des enfants doués à mieux réussir leur vie familiale? On peut viser à développer le plein potentiel de tous. Hein? Ouais. Puis transmettre de la connaissance. Parce que la bonne nouvelle, là, encore une fois, il y en a plein des bonnes nouvelles à soir, hein, c'est clair, c'est que la douance, c'est une force d'adaptation. Puis la double exceptionnalité, il y a énormément de force d'adaptation là-dedans. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de défis, là, il y a quand même beaucoup de force. Et quand les gens ont la connaissance, quand ils comprennent, en général, là, ça libère. On est capable de... fait que c'est sûr que pour nous, c'est très important de continuer à transmettre la connaissance pour justement permettre aux parents de mieux comprendre leur enfant, mieux comprendre leurs besoins particuliers et naturellement trouver comment mieux y répondre. Hein? Fait que je pense que la clé est là, dans mieux comprendre. Je termine avec une question à moi parce que j'ai le droit, j'ai un micro. On se parle ce soir parce qu'il y a 5 ans, tu as invité les psychologues du Québec à parler à nouveau de douance. Si on se reparlait dans 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais que les Québécois et Québécoises aient compris? Que la douance, le jaune, ça peut être challengeant d'en parler. C'est associé à des tabous qui sont pas de notre faute, mais qu'on vit. Et qu'il y a 2 façons de l'avoir, la douance, qui sont valides scientifiquement, les 2. On a le droit, là, puis c'est valide, de penser que la douance, de façon traditionnelle, c'est associé, c'est un synonyme à peu près d'intelligence, avec peut-être quelques petites choses autour, et que ça devrait se mesurer par une performance à un test de QI chez un psychologue. Mais la douance, c'est aussi autre chose. C'est aussi une vision, une façon de l'avoir qui est plus moderne, plus actuelle. Puis c'est une façon de l'avoir qui est développementale aussi. Les 2 sont bonnes. Il n'y en a pas une de meilleure, qui est moins bonne que l'autre. Les 2 sont vraies scientifiquement. Et au Québec, le ministère de l'Éducation a choisi la conception qui est moderne. C'est écrit comme ça. Et donc, si on n'embarque pas, le danger, je pense, c'est qu'on va créer des tensions sociétales encore plus grandes et inutilement, finalement, entre ce qui va se faire dans les écoles et ce qui peut se faire ailleurs. Donc, à quelque part,
je pense que c'est ça qui est important. Je souhaite de tout cœur à tout le monde de se questionner sur ce qu'ils pensent ou ce qu'elles pensent, puis de peut-être chercher à aller vers la compréhension commune au lieu d'aller dans la polarisation encore plus grande. Ça, je le souhaite de tout cœur. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'on continue de bâtir le vert au Québec. Donc... la double exceptionnalité. Merci tellement, d'ailleurs, à certaines équipes de neuropsychologues d'avoir écrit, d'avoir formé, d'avoir continué, d'avoir pris de la place, puis à l'équipe de l'île Massé, encore une fois, puis moi, ça me fait un bien fou de voir qu'il y a des gens qui prennent cette littérature-là puis qui vont, eux aussi, finalement, la porter. C'est vraiment important, je pense, qu'on continue d'écouter tout ça et briser ces tabous-là et comprendre que le jaune et le vert, c'est différent et que ce n'est pas le bleu. C'est trois choses différentes. Puis le vert, c'est quand même 2 à 7 % de la population scolaire en ce moment qui sont pas diagnostiqués, parce que ça, c'est un diagnostic. La double exceptionnalité, c'est un diagnostic. Ça vient avec un trouble. Faire de quoi? Oui, c'est un trouble. On n'a pas à l'inventer, il existe toutes, là, ça. Mais c'est un diagnostic. Et en ce moment, c'est 2 à 7 % de la population scolaire qui sont pas vus, qui sont pas compris, qui sont peut-être mal diagnostiqués, qui ont peut-être des diagnostics de TDAH quand c'est pas ça, ou qui n'ont pas un diagnostic de trouble d'apprentissage quand ils en ont un. Et ben ça fait en sorte que on parle de décrochage scolaire, on pense à l'éducation, on en manque un bout là. Tu sais, il y a 2 à 7 % là qu'on peut mieux comprendre et s'occuper. Ben merci de prendre parole pour eux et re-bienvenue dans l'arène médiatique, Marianne. Merci. On s'ennuyait. Merci beaucoup, Rosemée, de m'avoir accompagnée. Quand tu veux. Merci.